David Carver le vit, tandis que la femme en chemise bleue et jean délavé renonçait, pressée contre les barreaux de la cellule des ivrognes, ses avant-bras croisés devant sa poitrine, comme si cela pouvait la protéger du flic qui écartait le bureau pour pouvoir arriver jusqu'à elle. N'y touche pas, mon gars, avait crié le vieil homme qui partageait sa cellule quand la femme avait jeté le fusil et qu'il avait glissé sur le parquet avant de heurter les barreaux de leur cellule. N'y touche pas, il est vide, laisse-le où il est. Il avait obéi, mais il avait vu autre chose par terre en regardant l'arme. Une des cartouches était tombée du bureau. Elle reposait contre le barreau le plus à gauche de sa cellule, une grosse cartouche verte, peut-être une parmi la douzaine qui avait roulé en tous sens quand le flic fou avait commencé à frapper la femme, Marie, avec le bureau et le fauteuil pour qu'elle lâche le fusil. Le vieil homme avait raison, cela n'avait pas de sens de s'emparer de l'arme. Même s'il pouvait aussi récupérer la cartouche, cela n'avait pas de sens. Le flic était grand, aussi grand qu'un basketteur professionnel et aussi large qu'un footballeur, et il était rapide. Il serait sur David, qui n'avait jamais tenu un fusil de sa vie, avant même qu'il ait compris dans quel trou placer la cartouche. Mais s'il la ramassait quand même, peut-être, qui sait. Pouvez-vous marcher demandait le flic d'un ton de sollicitude grotesque à la dame qui s'appelait Marie. Avez-vous quelque chose de cassé? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire rétorqua-t-elle. Elle avait répondu d'une voix tremblante, mais David pensa que c'était la rage qui la faisait trembler, pas la peur. Tuez-moi, puisque c'est ce que vous voulez, et qu'on en finisse. David regarda le vieil homme pour savoir s'il avait aussi remarqué la cartouche. Pour autant qu'il pouvait en juger, ce n'était pas le cas. Il se leva pourtant de son lit de camp et s'approcha des barreaux. Au lieu de crier contre la femme, qui avait fait tout son possible pour lui faire sauter la cervelle, ou même de la frapper, le flic la prit tendrement par l'épaule, comme une copine. D'une certaine façon, David trouva ce petit geste d'affection apparemment sincère, encore plus troublant que toute la violence qui s'était exercée jusque-là. Mais je ne veux pas te tuer, Marie, dit le flic. Le flic regarda autour de lui, comme pour prendre les 3 Carver rescapés et le vieil homme à témoin. Comment cette femme pouvait-elle dire pareille folie? Et quand il fixa ses yeux gris sur les yeux bleus de David, le gamin fit un pas involontaire en arrière, saisi d'horreur. Il se sentait vulnérable, et il ne comprenait pas comment il pouvait se sentir encore plus vulnérable qu'avant, mais c'était le cas. Les yeux du flic étaient vides, si vides qu'on aurait dit qu'il était inconscient malgré ses yeux ouverts. David pensa alors à son ami Brian, à cette visite inoubliable à l'hôpital en novembre dernier. Mais ce n'était pas pareil, parce que, en même temps que les yeux du flic étaient vides, ils ne l'étaient pas. Il y avait quelque chose dedans, oh oui, quelque chose. Mais David ne savait pas quoi, ni comment cela pouvait être à la fois rien et quelque chose. Tout ce qu'il savait, c'était que jamais il n'avait rien vu de tel. Le flic reporta son regard sur la femme qui s'appelait Marie, avec une expression de stupéfaction exagérée. Oh, sûr que non, reprit-il. Pas quand les choses commencent juste à devenir intéressantes. Il plongea la main dans sa poche droite et en sortit un trousseau de clés, en choisit une qui avait à peine l'air d'une clé, carrée avec une bande noire insérée au milieu du métal. David trouva que ça ressemblait plutôt à une carte électronique de chambre d'hôtel. Le flic l'introduisit dans la serrure de la grande cellule et l'ouvrit. Rentre là-dedans, Marie. Tu y seras aussi bien qu'une puce sur un chien, ça c'est sûr. Marie l'ignora, le regard fixé sur les parents de David. Ils étaient debout, côte à côte, contre les barreaux de la petite cellule, juste en face de celle que David partageait avec l'homme aux cheveux blancs. Cet homme, ce maniaque, il a tué mon mari, disait Marie. Il lui a. Elle avala sa salive avec une grimace, et le grand flic la regarda gentiment, comme s'il voulait l'encourager d'un sourire. Allez, vas-y, Marie, sors-le, crache le morceau, tu te sentiras mieux après. Il lui a mis le bras autour des épaules, reprit-elle, comme il vient de le faire pour moi, et il lui a tiré 4 balles dans la poitrine. Il a tué notre petite fille, lui dit Helen Carver. Quelque chose dans sa voix transporta David dans un monde irréel. C'est comme si toutes deux jouaient à qui l'emporterait sur l'autre. Après, la femme qui s'appelait Marie dirait « Et puis il a tué notre chien ». Et ensuite, sa mère dirait « Ça, corrigea le père de David, nous ne le savons pas vraiment ». Il était horrible à voir, le visage gonflé et sanglant, comme un boxeur qui vient de se faire corriger pendant 12 rounds. Nous n'en sommes pas sûrs, dit-il, en regardant le flic, avec une effroyable expression d'espoir sur son visage tuméfié.
Le flic l'ignora, c'était Marie qui l'intéressait. « Bon, assez de bavardage, » dit le flic, de la voix du plus gentil des grands-pères. « Rentre dans ta chambre, Marie jolie, dans ta cage dorée, ma petite perruche aux yeux bleus. »« Et sinon quoi, vous me tuez ?» dit Marie. « Je t'ai déjà dit que non, susurra-t-il, de cette même voix de gentil grand-père. »« Mais n'oublie pas ce fameux destin, pire que la mort, » ajouta-t-il d'une voix différente, tandis qu'elle le regardait comme un enfant étouffé par un boa constricteur. « Je peux te faire mal, Marie, je peux te faire si mal que tu regretteras que je ne t'ai pas tué. Tu le crois, n'est-ce pas ?» Elle le regarda encore un instant, puis arracha ses yeux à son emprise. C'est exactement ce que David ressentit à 6 mètres de là, qu'elle s'arrachait à lui, comme on arrache le papier collant d'un paquet, et elle entra dans sa cellule. Son visage frémit, puis se décomposa quand le flic claqua la grille de la cellule derrière elle. Elle se jeta sur un des 4 lits de camp au fond, cacha sa tête dans ses bras et se mit à sangloter. Le flic la regarda un moment, tête baissée. David eut le temps de regarder à nouveau la cartouche et de penser à l'attraper. Puis le flic sursauta, s'ébroua presque, comme s'il s'éveillait d'un somme, et se détourna de la cellule où se trouvait la femme en pleurs pour s'approcher de celle de David. L'homme aux cheveux blancs recula rapidement, jusqu'à ce que l'arrière de ses genoux touche le bord de son lit de camp, où il tomba assis. Puis il remit les mains sur ses yeux. Avant, David pensait que c'était un geste de désespoir, mais maintenant il lui sembla faire écho à l'horreur que lui-même avait ressentie quand le regard du flic s'était posé sur lui. Pas du désespoir, mais le besoin instinctif de se cacher quand on ne veut pas regarder, à moins d'y être absolument forcé. « Comment ça va, Tom ?» demanda le flic à l'homme sur le lit. Celui-ci se recroquevilla, comme pour échapper au son de la voix, mais il ne retira pas ses mains de ses yeux. Le flic le considéra un moment, puis posa ses yeux gris sur David. L'enfant se rendit compte qu'il ne pouvait détourner les yeux, c'étaient ses yeux maintenant qui y étaient collés. Et il y avait autre chose, l'impression d'être appelé. « Tu t'amuses bien, David ?» demanda le grand flic blond, dont les yeux semblaient s'agrandir jusqu'à devenir de vastes lacs gris pleins de lumière. « Est-ce que tu remplis l'interlude point par point ?»« Je... » commença David, en une sorte de croassement poussiéreux, avant de s'humecter les lèvres pour essayer à nouveau. « Je ne comprends pas ce que vous dites. »« Vraiment ?» fit le flic. « J'en doute, parce que je vois. » Il leva une main vers le coin de sa bouche, le toucha, puis la laissa retomber. Son visage exprimait un sincère étonnement. « Mais je ne sais pas ce que je vois, » reprit le flic. « C'est une question, oh que oui, c'est une question. Qui es-tu, gamin ?» David jeta un bref coup d'œil à sa mère et à son père, mais ne put affronter longtemps ce qu'il lut sur leur visage. Il pensait que le flic allait le tuer, comme il avait tué la puce et l'époux de Marie. Il reporta son regard sur le flic. « Je suis David Carver, et j'habite au 248 Poplar Street à Wandsworth, dans l'Ohio. »« Oh, je suis sûr que c'est vrai, » dit le flic. « Mais, petit Dave, qui vous a fait ? Pouvez-vous dire qui vous a fait ? Tac !»« Il ne lit pas dans mes pensées, se dit David, mais je crois qu'il le pourrait, s'il le voulait. » Un adulte serait admonesté par une telle pensée. Il se serait dit de ne pas être idiot, de ne pas succomber à une paranoïa née de la peur. C'est exactement ce qu'il veut que tu crois, qu'il lit dans les pensées des autres, aurait raisonné l'adulte. Mais David n'était pas un homme, il était un petit garçon de 11 ans. Pas n'importe quel garçon de 11 ans non plus, pas depuis novembre dernier. De grands changements étaient intervenus depuis lors. Il ne pouvait qu'espérer qu'il l'aiderait à supporter ce qu'il voyait, ce dont il faisait l'expérience en ce moment. Pendant ce temps, le flic le regardait avec des yeux rétrécis et perçants. « Je pense que c'est mon père et ma mère qui m'ont fait, » dit David. « C'est de cette façon que ça marche, non ?»« Un grand garçon qui sait faire la différence entre un chou et une rose, » dit le flic. « C'est merveilleux. Et à propos de mon autre question, Moussaillon, est-ce que tu t'amuses bien ?»« Vous avez tué ma sœur, alors ne posez pas de questions stupides, » dit David. « Oh, ne le provoque pas, David !» supplia une voix si haut perchée, si altérée, qu'il reconnut à peine celle de son père. « Mais je ne suis pas stupide, » rétorqua le flic. Il enfonça plus profondément encore son regard gris dans les yeux de David. On aurait dit que les iris étaient en mouvement, tournoyant comme des roues, et David eut la nausée à force de les regarder, mais il ne pouvait s'en détacher. « On peut sans doute m'affubler d'un tas de qualificatifs, » continua le flic, « mais je ne suis pas stupide.
Je sais beaucoup de choses, Moussaillon, c'est vrai, plein de choses. Laissez-le tranquille, cria Hélène, qui ne pouvait voir son fils que le corps du flic lui cachait. N'avez-vous pas déjà assez éprouvé notre famille? Si vous le touchez, je vous tuerai. Le flic ne lui accorda pas la moindre attention. Il leva ses deux index et les posa sous ses yeux pour écarter les paupières inférieures, faisant ressortir ses globes oculaires de façon grotesque. J'ai des yeux d'aigle, David, et ces yeux voient la vérité de très loin, tu ferais mieux de me croire. Des yeux d'aigle, oh oui. Le flic continuait à le fixer à travers les barreaux, mais il semblait maintenant que c'était le petit David Carver, 11 ans, qui l'avait hypnotisé, lui. T'es quelqu'un, toi, dit le flic dans un souffle. T'es vraiment quelqu'un, oui, je n'en doute pas. Pense ce que tu veux, mais ne pense pas que je pense à la cartouche, se dit David. Les yeux du flic s'élargirent un peu, et pendant un moment horrible, David se dit que c'était exactement ce à quoi il pensait, qu'il s'était branché sur l'esprit de David comme à une station de radio. C'est alors qu'un coyote hurla dehors, un long cri modulé, déchirant de solitude. Le flic regarda dans sa direction, et le fil qui le reliait à David, de la télépathie peut-être, ou juste un mélange de peur et de fascination, ce fil cassa. Le flic se baissa pour ramasser le fusil. David retint son souffle, certain qu'il allait voir la cartouche sur le sol à sa droite, mais il ne regarda pas dans cette direction. Il se redressa en déverrouillant le fusil. Celui-ci s'ouvrit en deux, les canons reposant sur son bras comme un animal obéissant. « Ne t'en va pas, David, dit-il d'une voix de copain qui fait une confidence. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, et c'est une conversation que j'attends avec impatience, crois-moi, mais pour l'instant, je suis trop occupé. » Il revint au centre de la pièce, tête baissée, ramassant en chemin les cartouches. Il introduisit les deux premières dans les canons et glissa les autres d'un air absent dans ses poches. David n'osa pas attendre plus longtemps. Il se baissa, passa la main entre les deux derniers barreaux à gauche de la cellule et saisit le gros tube vert qu'il glissa dans la poche de son jean. La femme qui s'appelait Marie ne le vit pas. Elle gisait toujours sur son lit de camp, le visage enfoui dans ses bras, secoué de sanglots. Ses parents ne le virent pas. Ils étaient tous deux enlacés contre les barreaux de leur cellule, et, horrifiés et fascinés à la fois, ne quittaient pas des yeux l'homme en uniforme kaki. David se retourna et vit que le monsieur aux cheveux blancs, Tom, avait toujours les mains sur les yeux. Alors peut-être que de ce côté-là aussi, c'était bon. Sauf que les yeux humides de Tom étaient ouverts derrière ses doigts. David le voyait bien, alors peut-être que ce n'était pas bon. De toute façon, il était trop tard. Toujours face à l'homme que le flic avait appelé Tom, David leva une main jusqu'à sa bouche en un geste intimant le silence. Le vieux Tom ne fit rien qui montrât qu'il eût compris. Ses yeux, dans leur propre prison, continuaient à regarder fixement entre les barreaux de ses doigts. Le flic, qui avait tué la puce, ramassa la dernière cartouche par terre, jeta un coup d'œil sous le bureau, puis se redressa et referma le fusil d'un coup de poignet. David l'avait surveillé de près pendant cette opération pour essayer de deviner s'il comptait ou non les cartouches. Il avait cru que non jusqu'à cet instant. Le flic se tenait à présent debout, de dos et la tête baissée. Puis il se retourna et revint vers la cellule de David, et l'enfant sentit son estomac se soulever. Pendant un moment, le flic le regarda sans bouger, comme s'il l'espionnait, et David se dit « Il essaye de fracturer mon esprit comme un voleur essaye de fracturer une serrure. » « Est-ce que tu penses à Dieu » demanda le flic. « Pas la peine. Par ici, le pays de Dieu s'arrête à la source indienne, et même Satan ne pose pas son pied fourchu au-delà de Tonopah. Il n'y a pas de Dieu à Désolation, mon petit gars. Ici, il n'y a que Candelare. » C'était tout, semblait-il, et le flic sortit de la pièce, le fusil sous le bras. Dans la salle de détention, il y eut un silence d'environ 5 secondes. On entendait seulement les sanglots étouffés de la femme du nom de Marie. David regarda ses parents, et ils le regardèrent. En les voyant debout, comme ça, enlacés, David imagina soudain comment ils devaient être quand ils n'étaient encore que des enfants, bien avant qu'ils se rencontrent à Ohio Wesleyan, et cela l'effraya hors de toute proportion. Il aurait préféré les surprendre nus, en train de baiser. Il aurait voulu briser le silence, mais ne savait pas comment faire. C'est alors que le flic bondit dans la pièce. Il dut baisser la tête pour ne pas se cogner au chambranle. Il souriait de ce sourire fou que David associait à Garfield quand ce chat de bande dessinée se livrait à ses habituelles blagues de derrière les fagots. Et c'était le cas, semblait-il. Il y avait au mur un vieux téléphone au boîtier beige fendu et crasseux.
Le flic le décrocha, le porta à son oreille et cria « Service des chambres! Envoyez-moi une chambre !» Il raccrocha et tourna son sourire fou à la Garfield vers ses prisonniers. « C'est un vieux truc de Jerry Lewis. Les critiques américains ne comprennent pas Jerry Lewis, mais c'est une immense vedette en France, un étalon. » Et il regarda David. « Pas de Dieu en France non plus, Moussaillon. Crois-moi, juste du Saint-Zano, des escargots et des femmes qui ne se rasent pas sous les bras. » Il foudroya les autres de son regard, le sourire disparaissant peu à peu. « Il faut que vous restiez tous là, dit-il. Je sais que vous avez peur de moi, et peut-être que vous n'avez pas tort, mais vous êtes enfermés pour une raison sérieuse, vous pouvez me croire. Il y a des forces dehors que vous ne pouvez même pas imaginer, et quand la nuit tombera... » Il se contenta de les regarder et secoua la tête d'un air sombre, comme si la suite était trop horrible pour être dite à haute voix. « Tu mens, espèce de menteur, pensa David. Mais un autre hurlement entra par la fenêtre ouverte de la cage d'escalier, et il n'en fut plus si sûr. « De toute façon, dit le flic, ce sont de bonnes serrures et de bonnes cellules. Elles ont été construites par des durs pour des durs, des mineurs, et on ne peut s'en échapper. Si c'est une pensée qui vous est venue, renvoyez-la chez maman. Écoutez-moi maintenant. C'est ce que vous avez de mieux à faire, croyez-moi. » Et il partit, pour de bon cette fois. David entendit ses pieds bottés heurter les marches de l'escalier, au point d'ébranler tout le bâtiment. L'enfant resta un moment où il était, sachant ce qu'il devait faire maintenant, ce qu'il devait absolument faire, mais hésitant à s'exécuter devant ses parents. Pourtant, il n'avait pas le choix, n'est-ce pas? Et il avait raison au sujet du flic. L'homme n'avait pas vraiment lu dans ses pensées, comme à livre ouvert, mais il en avait saisi quelques-unes, et il avait compris ce qui concernait Dieu. Mais peut-être était-ce bien. Il valait sans doute mieux que le flic voie Dieu que la cartouche. Il se retourna et fit 2 pas jusqu'au pied de son lit de camp. Il sentait le poids de la cartouche dans sa poche. C'était comme s'il avait une pépite d'or cachée là. Oh non, beaucoup plus dangereux que l'or. Un morceau de métal radioactif, peut-être. Il resta un moment sans bouger, le dos à la pièce, puis très lentement, il tomba à genoux. Il inspira profondément, faisant entrer l'air dans ses poumons, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en absorber, puis le laissa ressortir en une longue expiration silencieuse. Il avait joint les mains sur la couverture de laine rêche, et il abaissa doucement son front dessus. « David, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda sa mère. « David !»« Mais il va bien, » dit son père. David sourit faiblement et ferma les yeux. « Mais enfin, regarde-le, » dit sa mère. « Il est tombé, il s'est évanoui. David !» Leur voix s'éloignait maintenant, s'estompait, mais avant qu'elle s'efface complètement, il entendit son père dire « Mais non, il ne s'est pas évanoui, il prie. »« Pas de Dieu, à désolation ? Eh bien, je vais vérifier. » Il était loin. Il ne s'inquiétait plus de savoir ce que ses parents pourraient penser, ni de savoir si le vieux monsieur aux cheveux blancs l'avait vu récupérer la cartouche et risquer de le dire au monstre, ni de pleurer la gentille petite puce qui n'avait jamais fait de mal à personne et n'avait pas mérité de mourir ainsi. En fait, il n'était même plus exactement dans sa propre tête. Il était dans l'obscurité, aveugle mais pas sourd. Dans l'obscurité, il écoutait son Dieu. Comme beaucoup de conversations spirituelles, celle de David Carver n'était spectaculaire que de l'extérieur. À l'intérieur, elle était calme, presque banale. Peut-être pas rationnelle, les choses de l'esprit ne peuvent jamais être strictement rationnelles, mais possédant sa propre cohérence, sa propre logique. Pour David, du moins, son authenticité était indiscutable. Il avait trouvé Dieu, voilà tout. Et surtout, à ses yeux, c'était le plus important, Dieu l'avait trouvé, lui. En novembre de l'année précédente, une voiture avait heurté le meilleur ami de David alors qu'il se rendait à l'école à vélo. Brian Ross avait fait un bond de 12 mètres avant de heurter le pignon d'une maison. N'importe quel autre matin, David aurait été avec lui, mais ce jour-là, cloué au lit par un petit virus de rien du tout, il était resté chez lui. Le téléphone avait sonné à 8h30 et sa mère était entrée dans le salon 10 minutes plus tard, pâle et tremblante. « David, quelque chose est arrivé à Brian. Je t'en supplie, essaye de ne pas être trop bouleversé. » Après cela, il ne se souvenait pas vraiment de leur conversation, sauf des mots « on ne croit pas qu'il survivra ». C'est lui qui avait voulu aller voir Brian à l'hôpital le lendemain, après avoir téléphoné tout seul ce soir-là pour s'assurer que son ami était toujours en vie.
Chérie, je comprends ce que tu ressens, mais c'est vraiment une mauvaise idée, avait dit son père. Qu'il l'ait appelée chérie, terme tendre abandonné avec les peluches à la sortie de la petite enfance de David, montrait bien à quel point Ralph Carver était lui-même bouleversé. Il avait regardé Hélène, mais elle ne pouvait que rester devant l'évier à triturer un torchon entre ses mains. Elle ne pouvait pas l'aider. Ralph ne se sentait pas très utile non plus. Mais mon Dieu, qui aurait jamais pu imaginer une telle conversation? Seigneur, ce gamin n'avait que 11 ans. Ralph n'avait jamais trouvé l'occasion de lui parler des choses de la vie, alors quant à la mort... Et Dieu merci, Christine était dans la pièce à côté pour regarder des dessins animés à la télévision. Non, avait répondu David, c'est une bonne idée, et en fait c'est la seule idée. Il songea à ajouter quelque chose d'une modestie héroïque, comme et puis Brian l'aurait fait pour moi, mais il y renonça. Il ne pensait pas vraiment que Brian l'aurait fait pour lui, mais cela ne changeait rien, parce qu'il avait vaguement compris, même à ce moment-là, avant ce qui se produirait dans les bois de Beat Street, qu'il y allait non pas pour Brian, mais pour lui-même. Sa mère s'était éloignée de quelques pas de son évier protecteur. « David, tu as le cœur le plus généreux du monde, le cœur le plus gentil du monde. Mais Brian a été... enfin, il a été projeté... » Ce que maman essaye de te dire, intervint son père en prenant une de ses mains par-dessus la table, c'est que sa tête a heurté un mur et son cerveau est très endommagé. Il est dans le coma et il n'y a guère d'espoir. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Oui, qu'on pense que son cerveau s'est transformé en légume, dit David. Ralph avait légèrement sursauté, puis il avait hoché la tête. Dans l'état où il est, la meilleure chose qui puisse lui arriver serait d'en finir vite. Si tu allais le voir, tu ne verrais pas l'ami que tu connais, celui avec qui tu t'entendais si bien. Sa mère était partie dans le salon, avait pris la pauvre puce stupéfaite dans ses bras et s'était remise à pleurer. Le père de David avait regardé la porte comme s'il était tenté de la rejoindre, puis il s'était retourné vers David. « Il vaut mieux que tu gardes le souvenir de Brian, tel que tu l'as vu la dernière fois. Est-ce que tu comprends ?»« Oui, » avait répondu David. « Mais je ne peux pas faire ça, il faut que j'aille le voir. »« Mais si tu ne veux pas m'emmener, ça ne fait rien, je prendrai le bus après l'école. »« Eh merde, mon garçon, mais bien sûr que je t'y conduirai, dit son père. Et tu n'auras pas à attendre la fin des cours. Je te demande seulement, pour l'amour de Dieu, de ne rien dire à... dit-il en montrant le salon du menton. À la puce? Oh, bien sûr que non, dit David. Il ne lui dit pas que la petite fille était déjà venue dans sa chambre pour lui demander ce qui était arrivé à Brian, et s'il avait mal, et comment David croyait que c'était de mourir, et est-ce qu'on allait quelque part, et une foule d'autres questions. Elle avait gardé un visage solennel, tellement attentif. Elle avait été absolument sa puce. Mais c'était souvent mieux de ne pas tout dire aux parents. Ils étaient vieux, et certaines choses leur portaient sur les nerfs. « Mais les parents de Brian ne te laisseront pas entrer, avait dit Hélène en revenant dans la cuisine. « Je connais Marc et Debbie depuis des années. Ils sont effondrés de douleur, bien sûr. Si ça avait été toi, je serais devenue folle. Mais ils auront assez de cœur pour ne pas laisser un petit garçon en regarder un autre mourir. »« Je les ai appelés après avoir téléphoné à l'hôpital, dit David, et je leur ai demandé si je pouvais le voir. Et Madame Ross a dit que c'était d'accord. » Son père lui tenait toujours la main. Ça ne l'ennuyait pas. Il adorait son père et sa mère, et il était désolé que ce soit aussi bouleversant pour eux, mais dans son esprit, la question de ce qu'il devait faire ne se posait même pas. C'était comme si quelque puissance extérieure le guidait, même à ce moment-là, à la façon dont une personne plus âgée, plus intelligente, peut guider la main d'un petit enfant pour l'aider à dessiner une chèvre, une poule ou un bonhomme de neige. « Mais qu'est-ce qui lui prend ?» avait demandé Helen Carver d'une voix brisée. « Mais que diable lui passe-t-il par la tête? J'aimerais bien le savoir. » « Elle a dit qu'elle était heureuse que je puisse venir lui dire au revoir, reprit David. Elle a dit qu'on allait débrancher les appareils de survie ce week-end, après que ses grands-parents seraient venus lui dire au revoir, et qu'elle était heureuse que je puisse venir en premier. » Le lendemain, Ralph avait pris son après-midi et était allé chercher son fils à l'école. David attendait sur le trottoir, avec dans sa poche la fiche bleue de l'administration l'autorisant à sortir en avance. Une fois à l'hôpital, ils étaient montés au 5e étage, aux soins intensifs, dans l'ascenseur le plus lent du monde. En chemin, David avait essayé de se préparer à ce qu'il allait voir. « Ne sois pas choqué, David, avait dit Madame Ross au téléphone. Il n'est pas très beau à voir.
Nous avons l'assurance qu'il ne souffre pas. Il est dans un coma trop profond pour ça. Mais il n'est pas très beau à voir. Est-ce que tu veux que j'entre avec toi avait demandé son père devant la porte de la chambre de Brian. David avait secoué la tête. Il était toujours sous l'emprise de ce sentiment puissant qui l'avait plus ou moins englouti depuis que sa mère si pâle lui avait annoncé l'accident. Le sentiment qu'une personne plus expérimentée que lui le guidait, quelqu'un qui pourrait être courageux à sa place si son propre courage lui faisait défaut. Il était entré dans la pièce. Monsieur et madame Ross y étaient, assis dans des fauteuils de vinyle rouge, tenant entre leurs mains des livres qu'ils ne lisaient pas. Brian était dans le lit, près de la fenêtre, entouré d'appareils qui bipaient et faisaient onduler des lignes vertes sur des écrans, une couverture de coton remontée jusqu'à la taille. Au-dessus, il avait sur lui une mince chemise d'hôpital ouverte qui s'étalait de chaque côté de sa poitrine comme des ailes d'ange. On lui avait collé plein de pastilles sur le corps et encore d'autres sur la tête sous un gros bandage blanc. Une longue entaille qui partait du bandage traversait la joue gauche de Brian jusqu'au coin de sa bouche où elle s'incurvait comme un hameçon. La plaie avait été suturée avec du fil noir. Ça rappelait à David un film sur Frankenstein, un des anciens avec Boris Karloff, qu'on passait le samedi soir très tard. Parfois, quand il dormait chez Brian, tous deux restaient à regarder ces films en mangeant du pop-corn. Ils adoraient les anciens monstres en noir et blanc. Et une fois, pendant la momie, Brian s'était tourné vers David et avait dit « Oh merde, la momie nous court après, il faut marcher plus vite !» C'était idiot, mais à 1h moins le quart du matin, n'importe quoi peut paraître drôle à des gamins de 11 ans, et tous deux avaient ri à en avoir mal au ventre. Les yeux de Brian le regardaient depuis le lit d'hôpital, ils regardaient à travers lui. Ils étaient ouverts, mais vides, aussi vides qu'une salle de classe en août. Avec le sentiment très fort qu'il ne bougeait pas, mais qu'on le faisait bouger, David était entré dans le cercle magique des machines. Il avait observé les pastilles à ventouses sur la poitrine et les tempes de Brian. Il avait observé les fils sortant de ces pastilles. Il avait observé l'aspect curieux du bandage, déformé sur le côté gauche de la tête de Brian, comme si la forme du crâne, en dessous, avait subi une modification radicale. David supposait que ce devait être le cas. On n'heurtait pas le pignon d'une maison de briques sans que quelque chose ne casse. Il y avait un tuyau dans le bras droit de Brian et un autre sortant de sa poitrine. Les tuyaux allaient vers des sacs pleins de liquide suspendus à des crochets. Il avait aussi un bidule en plastique qui sortait de son nez et son poignet était entouré de rubans adhésifs. « Ce sont ces machines qui le maintiennent en vie, se dit David. Et quand on les arrêtera, quand ils retireront les aiguilles ?» À cette idée, une bouffée d'incrédulité le submergea, l'enserrant dans un carcan de douleur. Brian et lui s'aspergeaient d'eau à la fontaine devant leur classe à l'école chaque fois qu'ils pensaient pouvoir le faire impunément. Ils partaient à bicyclette dans les mystérieux bois de Bear Street où ils jouaient à la guerre. Ils échangeaient des livres, des bandes dessinées et des cartes de baseball, et parfois restaient simplement assis sur les marches du porche à l'arrière de la maison de David pour s'amuser avec la Game Boy de Brian ou pour lire en buvant la citronnade préparée par la mère de David. À chaque occasion, ils se tapaient dans les mains et se traitaient de méchants garçons. Parfois, quand ils étaient vraiment seuls, ils se traitaient d'enfoirés ou de trous du cul. En 2e année d'école primaire, ils s'étaient piqué le doigt avec une épingle et avaient mêlé leur sang en se jurant une fidélité de frères. En août de cette année-là, ils avaient fabriqué, avec l'aide de Harry Ross, un Parthénon en capsule de bouteille inspiré d'un livre d'images. Il était si beau que Harry le garda dans l'entrée de sa maison pour le montrer à tout le monde. Au début de l'année, ils avaient monté sur patin le Parthénon en capsule de bouteille pour lui faire parcourir le pâté de maison qui le séparait de chez les Carver. C'est sur ce Parthénon que s'était arrêté l'esprit de David alors qu'il se tenait près du lit de son ami comateux. Il l'avait construit, lui, Brian et le père de Brian, dans le garage des Ross, tandis que le magnétophone rejouait indéfiniment Rattle on Hum sur l'étagère derrière eux. Un truc idiot, parce que ce n'était que des bouchons de bouteille. Un truc chouette, parce qu'il ressemblait au modèle. On reconnaissait tout de suite le temple. Et un truc chouette aussi, parce qu'ils l'avaient fait de leurs propres mains. Et bientôt, les mains de Brian seraient frottées par un embaumeur qui utiliserait une brosse spéciale et ferait tout particulièrement attention aux ongles. Personne ne voudrait regarder un cadavre avec des ongles sales, se dit David. Et une fois les mains de Brian bien propres, une fois qu'il serait dans le cercueil, que ses parents allaient choisir pour lui, l'embaumeur lui croiserait les doigts comme les lacets d'une paire de chaussures de sport. Et c'est ainsi que ses mains resteraient dans la tombe,
bien croisés, comme ils étaient censés les croiser sur leur bureau quand ils avaient 7 ans. Plus jamais ses mains ne construiraient des monuments en capsules de bouteilles, plus jamais leurs doigts ne l'aspergeraient d'eau, elles allaient descendre dans l'obscurité. Ce n'était pas de la terreur que cette pensée avait déclenché dans son esprit et son cœur, mais du désespoir, comme si l'image des doigts de Brian croisés dans son cercueil prouvait que rien ne valait rien, que faire quelque chose dans ce monde n'avait jamais arrêté la mort, que même les enfants n'étaient pas exemptés des films d'horreur qui passaient après les feuilletons à l'eau de rose auxquels les parents voulaient croire et voulaient vous faire croire. Monsieur et madame Ross ne lui parlèrent ni l'un ni l'autre pendant qu'ils se tenaient près du lit, méditant ces choses avec le vocabulaire réduit des enfants. Et leur silence plut à David. Il les aimait bien, surtout monsieur Ross, qui était très intéressant avec son côté un peu excentrique. Mais ce n'étaient pas eux qu'il était venu voir. Ce n'étaient pas eux dont les tubes et les fils reliés à ces machines allaient être enlevés après que les grands-parents soient venus pour un dernier au revoir. Il était venu voir Brian. Et David avait pris la main de son ami. Elle lui avait semblé d'une fraîcheur et d'une souplesse stupéfiantes dans la sienne, mais toujours vivante. On sentait la vie qui ronronnait dans cette main comme un moteur. Il la serra doucement et murmura « Comment ça va, méchant garçon ?» Aucune réponse, sauf le bruit de la machine qui faisait respirer Brian, maintenant que son cerveau avait pété presque tous ses plombs. Cette machine était à la tête du lit, et c'était la plus grosse. Un tube en plastique transparent en sortait d'un côté. Dans ce tube se trouvait quelque chose qui ressemblait à un accordéon blanc. Cette machine faisait très peu de bruit. Toutes ces machines faisaient très peu de bruit. Mais le truc en accordéon était dérangeant quand même. Il produisait un bruit lent et ample chaque fois qu'il remontait, un bruit d'essoufflement. C'était comme si une partie de Brian n'était pas enfoncée assez profondément dans le coma pour ne pas ressentir la douleur, mais que cette partie avait été sortie de son corps et enchâssée dans un tube en plastique où on la faisait maintenant souffrir encore plus, où elle était compressée à mort par le truc blanc en accordéon. Et puis il y avait les yeux. David sentit ses propres yeux attirés vers eux chaque fois qu'il s'en détachait. Personne n'avait dit que les yeux de Brian seraient ouverts, et jusqu'à ce jour, David ne savait pas qu'on pouvait avoir les yeux ouverts quand on était inconscient. Madame Ross lui avait dit de ne pas être choquée, que Brian n'était pas très beau à voir, mais elle ne lui avait pas parlé de ce regard d'élan empaillé. C'était peut-être aussi bien. Peut-être ne pouvait-on jamais être préparé aux choses les plus horribles, quel que soit l'âge. Un des yeux de Brian était injecté de sang, avec une énorme pupille noire qui mangeait presque tout l'iris brun dont il ne restait qu'un mince anneau. L'autre œil était clair, et la pupille semblait normale, mais rien d'autre n'était normal, parce qu'il n'y avait pas trace de son ami dans ses yeux. Non, pas trace. Le gamin qui l'avait tant fait rire en disant « Oh merde, la momie nous court après, il faut marcher plus vite !» Cet ami n'était pas là du tout, à moins qu'il ne fût dans le tube en plastique, à la merci de l'accordéon blanc. David détournait le regard vers la plaie en forme d'hameçon, le bandage, l'oreille cireuse qui apparaissait sous le bandage, puis son regard revenait aux yeux ouverts et fixes, avec leurs pupilles mal assorties. C'était le rien qui l'attirait, l'absence, ce qui avait quitté ses yeux. C'était pire que triste, c'était... Mal, murmura une voix tout au fond de sa tête. Elle était différente de toutes les voix qu'il avait jamais entendues dans ses pensées auparavant. C'était un parfait étranger, et quand madame Ross lui posa la main sur l'épaule, il dut serrer les lèvres pour ne pas crier. « L'homme qui a fait ça était ivre, dit-elle d'une voix rauque et pleine de larmes. Il dit qu'il ne se souvient de rien, que c'est le noir total. Et tu sais le pire, David, je le crois. »« Déby !» commença M. Ross. Mais la maman de Brian, de nouvelles larmes coulant sur ses joues, n'y prêta pas attention. « Comment Dieu peut-il permettre qu'un homme ne se souvienne pas d'avoir heurté mon fils avec sa voiture ?» Elle parlait plus fort à présent. Ralph Carver avait passé la tête dans l'embrasure de la porte, pétrifiée, et une infirmière qui poussait un chariot dans le couloir s'était arrêtée net. Elle avait regardé dans la chambre 508 avec de grands yeux bleus qui disaient « Oh, mon Dieu !» Et madame Ross continuait « Comment Dieu a-t-il pu être aussi généreux avec quelqu'un qui mérite de se réveiller en hurlant chaque nuit pour le reste de sa vie, après avoir vu en rêve le sang sortant de la pauvre tête blessée de mon fils ?» Monsieur Ross se leva et vint lui entourer les épaules de son bras. À la porte, Ralph Carver recula sa tête comme une tortue rentrant dans sa carapace. David le vit, et il aurait pu détester son père pour avoir fait ça. Il ne se souvenait pas si cela avait été le cas ou non.
Ce dont il se souvenait, c'était d'avoir regardé le visage calme et pâle de Brian, surmonté de son bandage difforme, l'oreille cireuse, l'horrible entaille avec ses lèvres rouges resserrées par des fils noirs, et les yeux. Il se souvenait surtout des yeux. La mère de Brian était là, pleurant et criant, mais ses yeux ne changeaient absolument pas. Mais il est là-dedans, songea soudain David, et cette pensée, comme presque tout ce qui lui était arrivé depuis que sa mère lui avait annoncé l'accident de Brian, ne lui sembla pas venir de lui, mais le traverser, comme si son esprit et son corps étaient devenus une sorte de tuyau. Oui, il est là-dedans, je le sais, il est toujours là-dedans, comme piégé par un glissement de terrain ou dans un effondrement de galerie souterraine. Madame Ross ne se contrôlait plus du tout. Elle hurlait presque, tremblant dans les bras de son mari, dont elle tentait de se libérer. Il la ramena vers les fauteuils rouges, mais il fut incapable de la faire asseoir. L'infirmier rentra et la prit par la taille. « Asseyez-vous, Madame Ross, vous vous sentirez mieux. »« Quel genre de Dieu permet à un homme d'oublier qu'il a tué un petit garçon ?» criait la maman de Brian. « Un Dieu qui permet à cet homme de boire à nouveau et de recommencer. Un Dieu qui aime les ivrognes et déteste les petits garçons. » Et Brian, qui regardait de ses yeux absents, Brian qui entendait le sermon de sa mère d'une oreille de cire, mais qui ne remarquait rien, qui n'était plus là. « Mais oui, murmura quelque chose, oui, il est quelque part. « Mademoiselle, pouvez-vous faire une piqûre à ma femme, s'il vous plaît ?» demanda M. Ross. Il avait un mal fou à l'empêcher de traverser à nouveau la pièce pour prendre dans ses bras David, son fils, et les deux peut-être. Quelque chose en elle s'était libéré, et c'était quelque chose qui avait beaucoup à dire. « Je vais chercher le docteur Burgoyne, il est dans le service, » dit l'infirmière en ressortant très vite. Le père de Brian adressa à David un sourire forcé. La sueur coulait sur ses joues et attendait sur son front en une nébuleuse de petites gouttes. Il avait les yeux rouges, et David se dit qu'il avait déjà perdu du poids. Il ne pensait pas qu'une telle chose fût possible, mais c'était l'impression qu'il avait. Monsieur Ross serrait maintenant la taille de sa femme d'un bras, tandis que son autre main lui tenait l'épaule. « Il faut que tu partes maintenant, David, » dit Monsieur Ross, qui tentait de contrôler sa respiration. « Nous ne sommes pas en très bon état. »« Mais je ne lui ai pas dit au revoir, » voulut dire David, avant de se rendre compte que ce n'était pas la sueur qui coulait sur les joues de Monsieur Ross, mais des larmes. Cela le mit en mouvement. Ce n'est qu'à la porte, quand il se retourna et vit Monsieur et Madame Ross, fondus en une seule personne qui représentait tous les parents, qu'il se rendit compte qu'il n'allait pas tarder à pleurer, lui aussi. « Est-ce que je pourrais revenir, Monsieur Ross ?» demanda-t-il d'une voix brisée et inégale qu'il reconnut à peine. « Demain, est-ce que je pourrais ?» Madame Ross avait cessé de lutter, et les mains de Monsieur Ross restaient jointes juste sous la poitrine de sa femme, qui avait baissé la tête de telle façon que ses cheveux cachaient son visage. Le tableau qu'il formait rappela à David les matchs de la Fédération mondiale de lutte que Brian et lui regardaient parfois, parce qu'il arrivait qu'un des lutteurs en tienne un autre de cette façon. « Oh merde, la momie nous court après !» pensa David, sans aucune raison. « Oh, je ne crois pas, David, » répondit M. Ross en secouant la tête. « Mais... » commença David. « Non, je ne crois pas, » reprit M. Ross. « Tu comprends, les médecins disent qu'il n'y a aucune chance pour que Brian... pour qu'il... » Et son visage commença à se transformer comme jamais David n'avait vu le faire un visage d'adulte. Il semblait se déchirer de l'intérieur. Ce n'est que plus tard, dans les bois de Bear Street, qu'il comprit, ou presque. Il avait été témoin de ce qui arrivait à quelqu'un qui n'avait pas pleuré depuis longtemps, depuis des années sans doute, et que finalement ne peut plus se retenir. C'était aussi de cette façon que les digues cédaient. « Oh, mon fils !» cria M. Ross. « Mon petit garçon !» Il lâcha sa femme et s'adossa au mur entre les deux fauteuils de vinyle rouge. Il y resta appuyé un moment, puis plia les genoux. Il glissa le long du mur jusqu'à ce qu'il se retrouve assis, les mains tendues vers le lit, les joues trempées, une goutte pendant de son nez, les cheveux relevés à l'arrière du crâne, la chemise sortie de la ceinture, le pantalon découvrant le tibia au-dessus des chaussettes. Il resta assis comme ça et pleura en gémissant. Sa femme s'agenouilla près de lui et le prit dans ses bras comme elle put, et c'est alors que le médecin entra, suivi de l'infirmière, et que David sortit discrètement, en larmes, mais réussissant à contrôler ses sanglots. Ils étaient dans un hôpital, et certains malades essayaient tout de même de se rétablir. Son père était aussi pâle que sa mère quand elle lui avait dit pour Brian
et quand il prit la main de David, sa paume était beaucoup plus froide que celle de son ami. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça, dit son père, alors qu'ils attendaient l'ascenseur le plus lent du monde. David pensa que c'était tout ce qu'il avait trouvé à dire. Et sur la route du retour, Ralph Carver avait tenté de parler 2 fois, mais y avait renoncé. Il avait allumé la radio et trouvé une chaîne où passaient de vieilles chansons, puis il l'avait baissée pour demander à David s'il voulait un ice cream soda ou autre chose. David avait secoué la tête, et son père avait remonté le volume de la musique plus fort qu'avant. Quand ils étaient arrivés à la maison, David avait dit à son père qu'il avait envie de faire quelques paniers dans la cour. Son père avait dit d'accord avant d'entrer précipitamment. David s'arrêta à la fissure dans le revêtement de l'allée qui lui servait de repère pour lancer le ballon de basket, et il entendit ses parents dans la cuisine, leur voix s'échappant par la fenêtre ouverte au-dessus de l'évier. Sa mère voulait savoir comment ça s'était passé, comment il avait pris les choses. « Il y a eu une scène, dit son père, comme si le coma de Brian et sa mort prochaine s'inséraient dans quelques pièces de théâtre. » David se déconnecta de son environnement. Cette impression d'altérité était revenue, le sentiment d'être petit, un élément au lieu d'un tout, l'affaire de quelqu'un d'autre. Il avait alors ressenti très fortement le besoin de se rendre dans les bois de Bear Street jusqu'à la petite clairière. Un sentier, étroit mais praticable à bicyclette, à condition de se mettre en file indienne, montait à cette clairière. C'était là, dans le poste de guet Viet Cong, que les garçons avaient essayé une des cigarettes de Madame Ross l'année précédente et avaient trouvé cela horrible. C'était là qu'ils avaient feuilleté leur premier exemplaire de Penthouse. Brian l'avait trouvé sur le dessus d'une corbeille à papier à l'arrêt du bus 24 au pied de la colline. C'était là qu'ils avaient tenu leur plus longue conversation et rêvé leurs plus beaux rêves. Surtout qu'ils allaient devenir les rois du collège de West Wentworth quand ils seraient en dernière année. C'était là, dans la clairière, qu'on atteignait par la piste Ho Chi Minh, que les garçons avaient le plus profité de leur amitié, et c'était là que David sentait soudain qu'il devait se rendre. Il avait fait rebondir le ballon avec lequel Brian et lui avaient joué des milliards de parties. Il avait une dernière fois plié les genoux et tiré droit dans le filet. Quand le ballon était revenu, il l'avait jeté sur la pelouse. Ses parents étaient toujours dans la cuisine, leur voix filtrant par la fenêtre ouverte, mais David ne songea même pas à passer la tête pour leur dire où il allait. Ils auraient pu le lui interdire. Il ne lui vint pas non plus à l'idée de prendre son vélo. Il partit à pied, tête baissée, la fiche bleue d'excuses de l'école sortant toujours de sa poche de chemise, alors qu'il aurait pu s'en débarrasser puisque les cours étaient finis à cette heure-ci. De gros bus jaunes ramenaient les enfants chez eux. Des nuées de gamins bruyants passaient en courant, agitant leurs cahiers et leurs mallettes de déjeuner. Mais David ne les vit même pas. Il avait l'esprit ailleurs. Plus tard, le pasteur Martin lui parlerait de la petite voix silencieuse de Dieu, et David se sentirait en terrain familier, mais sur le moment, il n'avait pas reconnu une voix, ni une pensée, ni même une intuition. L'idée à laquelle son esprit revenait sans cesse était comment, quand on a soif, tout le corps réclame de l'eau, et comment on serait finalement capable de se mettre à plat ventre pour boire dans une flaque en pleine rue si on n'avait rien d'autre sous la main. Il arriva à Bear Street, puis bifurqua sur la piste Ho Chi Minh. Il ralentit alors le pas, la tête toujours baissée, si bien qu'il avait l'air d'un savant réfléchissant à quelques problèmes ardus. La piste Ho Chi Minh n'avait pas été leur propriété exclusive à Brian et à lui. Des tas d'enfants l'empruntaient en rentrant de l'école, mais aucun ne semblait y être cet après-midi-là, un peu comme si on l'avait dégagé exprès pour lui. À mi-chemin de la clairière, il remarqua un papier de barre chocolatée des Trois Mousquetaires et le ramassa. C'était la seule marque que Brian aimait. Il disait les Trois Musquets, et David ne douta pas que c'était Brian qui l'avait abandonné là un jour ou deux avant l'accident. Non pas que Brian n'ait été habituellement un pollueur, non. Dans des circonstances ordinaires, il glissait les papiers dans sa poche. Mais peut-être que quelque chose l'avait poussé à le jeter. Quelque chose qui savait que je viendrais après que cette voiture l'ait heurté et propulsé contre ce mur de briques où il s'est fracassé le crâne. Quelque chose qui savait que j'allais le retrouver et me souvenir de lui. Il se dit que c'était pure folie, absolument cingliaque, mais peut-être que la chose la plus cinglée de toutes était qu'il ne pensait pas vraiment que c'était cingliaque. Ça en aurait tout l'air si on le disait à haute voix, mais dans sa tête, ça semblait parfaitement logique. Sans réfléchir à ce qu'il faisait, David glissa le papier rouge et argent dans sa bouche et savoura les traces de chocolat qui y étaient restées accrochées. Il le fit les yeux fermés et sentit de nouvelles larmes sourdre sous ses paupières.
Quand il n'y eut plus de chocolat, plus rien d'autre que le goût du papier mouillé, il le recracha et continua son chemin. En bord du reste de la clairière, un chêne étendait deux grosses branches en forme de V à environ 7 mètres de hauteur. Les garçons n'avaient pas vraiment osé construire une cabane sur cette fourche accueillante. Quelqu'un aurait pu la voir et les contraindre à la détruire. Mais ils avaient apporté des planches, des marteaux et des clous un jour d'été, il y avait 1 an, et ils avaient monté une plateforme qui y était toujours. David et Brian savaient que d'autres gamins l'utilisaient parfois. Ils avaient trouvé des mégots et des canettes de bière sur les vieilles planches, et même une fois une petite culotte. Mais jamais avant le coucher du soleil, semblait-il, et ils trouvaient plutôt flatteuse l'idée que des grands utilisent ce qu'ils avaient construit. Les premières prises qu'il fallait saisir pour grimper étaient assez hautes pour décourager les plus petits. David monta, les joues mouillées, les yeux gonflés, le goût du chocolat et du papier mouillé dans la bouche, les hoquets de l'accordéon blanc toujours dans les oreilles. Il sentait qu'il trouverait un autre signe de Brian sur la plateforme, comme le papier des 3 musquets sur le chemin, mais il n'y avait rien. Juste le panneau cloué au tronc, celui qui disait « Poste de guet Viet Cong » qu'ils avaient placé quelques semaines après avoir terminé la plateforme. L'idée de ce nom, comme celui qu'ils avaient donné au sentier, venait d'un vieux film avec Arnold Schwarzenegger dont David avait oublié le titre. Il s'attendait toujours, en montant, à découvrir que les grands avaient retiré le panneau ou bombé dessus quelque chose du genre « Fais-moi une pipe », mais personne ne l'avait jamais fait. Il se disait qu'ils devaient bien l'aimer, eux aussi. La brise traversait les arbres, rafraîchissant ses joues brûlantes. N'importe quel autre jour, Brian aurait partagé cette brise avec lui. Ils auraient agité les jambes dans le vide en parlant, en riant. David se remit à pleurer. « Mais pourquoi suis-je ici ?» Pas de réponse. « Et pourquoi suis-je venu ? Est-ce que quelque chose m'a fait venir ?» Pas de réponse. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vous en prie, répondez !» Pas de réponse, pendant longtemps. Et puis une réponse vint, et David ne pensa pas qu'il se parlait seulement à lui-même dans sa propre tête, qu'il se racontait des histoires pour se rassurer. Comme lorsqu'il s'était tenu près de Brian, la pensée qui lui vint n'était pas la sienne. « Oui, » avait dit cette voix, « je suis là. »« Qui êtes-vous » demanda David. « Qui je suis » dit la voix avant de se taire, comme si cela expliquait tout. David croisa les jambes et s'assit en tailleur au milieu de la plateforme. Il ferma les yeux. Il recouvrit ses genoux de ses paumes et ouvrit son esprit autant qu'il put. Il n'avait aucune idée de ce qu'il pourrait faire d'autre. Il attendit de cette façon pendant un temps indéterminé, entendant les voix lointaines des enfants qui rentraient chez eux, conscient de formes rouges et noires à l'intérieur de ses paupières quand la brise agitait les branches au-dessus de lui et que des rayons de soleil passaient sur son visage. « Dis-moi ce que tu veux » demanda David à la voix. Pas de réponse. La voix ne semblait pas vouloir quoi que ce soit. « Alors, dis-moi quoi faire ?» Pas de réponse. Loin, très loin, il entendit le sifflet retentir à la caserne des pompiers sur Columbus. Il était 5 heures. Il était assis, là-haut, sur la plateforme, les yeux clos depuis au moins 1 heure, plutôt 2 probablement. Son père et sa mère avaient dû remarquer qu'il n'était plus dans la cour. Ils avaient dû voir le ballon dans l'herbe. Ils devaient être inquiets. Il les aimait et ne voulait pas les inquiéter. À un certain niveau, il comprenait que la mort imminente de Brian les frappait aussi durement que lui, mais il ne pouvait pas encore rentrer, parce qu'il n'avait pas encore fini. « Est-ce que tu veux que je prie » demanda David à la voix. « Je vais essayer, si tu veux, mais je ne sais pas comment. On ne va pas à l'église et... » Mais la voix l'interrompit, ni fâchée, ni amusée, ni impatiente, ni rien. Impossible de la qualifier. « Tu pries déjà » dit-elle. « Oh merde, la momie nous court après, il faut marcher plus vite. »« Je ne sais pas ce que cela veut dire. »« Ben si, » dit David. « Non, je ne sais pas, » répondit la voix. « Eh bien, » gémit David, « moi je sais ce que ça veut dire. Demande ce qu'aucun d'eux n'a osé demander, prie pour ce qu'aucun d'eux n'ose évoquer dans ses prières. Est-ce que c'est ça ?» Aucune réponse de la voix. David ouvrit les yeux, et l'après-midi le bombarda de la lumière du couchant, la lueur rouge et or d'octobre. Ses jambes étaient engourdies, et il avait l'impression de s'éveiller d'un sommeil profond. La beauté sans affectation du crépuscule le stupéfia, et pendant un moment, il eut conscience de faire partie d'un tout, d'être une cellule sur la peau vivante du monde.
Il leva les mains de ses genoux, les retourna et se leva. « Qu'il aille mieux, dit David. Dieu, fais qu'il guérisse. Si tu le fais, je ferai quelque chose pour toi. J'écouterai ce que tu veux, et ensuite je le ferai, je te le promets. » Il ne ferma pas les yeux, mais écouta attentivement, attendant de voir si la voix avait autre chose à dire. Au début, il sembla que non. Il baissa les mains et tenta de se lever, grimaça sous l'assaut de milliers d'aiguilles, lui piquetant les jambes et les talons. Il rit même un peu. Il se retint à une branche, et à cet instant, la voix lui reparla. David écouta, la tête inclinée, se tenant toujours à la branche, sentant toujours des fourmillements dans ses membres. Puis il hocha la tête. Ils avaient planté 3 clous dans le tronc de l'arbre pour tenir leur pancarte disant « Poste de guet Viet Cong ». Depuis, le bois s'était rétracté et les têtes des clous rouillés ressortaient un peu. David prit dans sa poche le papier bleu de l'école et l'accrocha à un des clous. Cela fait, il remua les jambes jusqu'à ce que ses picotements diminuent et descendit de l'arbre. Il rentra chez lui. Il n'était pas encore dans l'allée menant à la maison que ses parents bondissaient déjà hors de la cuisine. Hélène Carver s'arrêta sur le seuil, les mains en visière, alors que Ralph courait presque dans l'allée à sa rencontre. Il le prit par les épaules. « Mais où étais-tu? Où diable étais-tu, David ?»« Je suis allé me promener, » répondit-il. « Dans les bois de Bear Street, je pensais à Brian. »« Mais tu nous as fait une peur bleue, » dit sa mère. Christine la rejoignit sur le seuil. Elle mangeait un bol de compote et tenait sous le bras sa poupée préférée, Mélissa chérie. « Même Christy était inquiète, » reprit-elle. « N'est-ce pas, chérie ?»« Non, » répondit la puce en continuant de manger. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda son père. « Oui, » répondit David. « Tu es sûr ?»« Oui. » Il entra dans la maison, tirant une des nattes de sa sœur au passage. Christine fronça le nez, puis lui sourit. « Le dîner t'attend, mais avant, lave-toi les mains, » dit sa mère. Le téléphone se mit à sonner. Elle alla décrocher, puis tendit le combiné à David, qui se dirigeait vers la salle de bain pour se nettoyer les mains. Elles étaient joliment sales, pleines de terre, de sève et de mousse. Il se retourna et vit sa mère qui tenait le téléphone d'une main, tandis que de l'autre, elle triturait son tablier. Elle voulut parler, mais d'abord aucun son ne sortit de ses lèvres qui remuaient. Elle avala sa salive et essaya de nouveau. « C'est Madame Ross qui veut te parler. Elle pleure. Je pense que ça doit être terminé. Pour l'amour de Dieu, sois gentil avec elle. » David traversa la pièce et prit le combiné. Ce sentiment d'altérité l'avait à nouveau envahi. Il était certain que sa mère avait au moins en partie raison. Quelque chose était terminé. « Allô, Madame Ross ?» dit David. Elle pleurait si fort qu'au début elle ne put parler. Elle essaya, mais rien d'articulé ne sortit de ses sanglots. Il entendit près d'elle Monsieur Ross qui disait « Laisse-moi le faire !» Et Madame Ross répondit « Non, ça va !» Il y eut comme le son d'un klaxon dans l'oreille de David, un peu comme le cri d'une oie affamée, puis elle dit « Brian est réveillé. »« Vraiment ?» dit David. Ce qu'elle venait de dire le rendait plus heureux qu'il ne l'avait jamais été de sa vie, et pourtant il n'était pas du tout surpris. « Est-ce qu'il est mort ?» articula silencieusement Hélène près de lui, tout en continuant à triturer son tablier. « Non, » répondit David, la main sur le micro pour que seule sa mère et son père l'entendent. C'était sans problème, il avait le temps. Madame Ross sanglotait à nouveau. Il se dit qu'elle sangloterait chaque fois qu'elle devrait annoncer la nouvelle, du moins pendant un temps. Elle ne parviendrait pas à s'en empêcher, parce que dans son cœur, elle avait renoncé à lui. « Est-ce qu'il est mort ?» articula de nouveau Hélène. « Mais non !» lui dit David, un peu irrité, comme si elle était sourde. « Il n'est pas mort, il est vivant. Elle dit qu'il s'est réveillé. » Son père et sa mère restèrent la bouche ouverte comme des poissons dans un aquarium. La puce passa, son bol toujours à la main, le visage baissé vers celui de sa poupée dans le creux de son bras. « Je t'avais dit que ça arriverait, » dit-elle à Mélissa chérie d'une voix impérieuse, du style « on ne discute plus. »« Est-ce que je te l'avais pas dit, hein ?»« Réveillé ?» articula enfin la mère de David d'une voix altérée. « David, es-tu toujours là ?» demanda Madame Ross au téléphone. « Oui, » répondit-il, « je suis là. » Environ 20 minutes après ton départ, les lignes sur l'écran de l'électroencéphalogramme ont commencé à onduler. C'est moi qui l'ai vu la première. Marc était à la cafétéria pour nous chercher à boire, et j'ai appelé une infirmière. Et elles ne m'ont pas cru, dit-elle en riant à travers ses larmes. Bien sûr, qui aurait pu le croire?
Et quand j'ai finalement obtenu que quelqu'un vienne le voir, on a appelé le service de maintenance plutôt qu'un médecin. Ça te montre à quel point ils étaient certains que ça ne pouvait pas arriver. Ils ont remplacé le moniteur. As-tu jamais rien entendu de plus incroyable? Non, c'est fou, dit David. Ses parents lui parlaient tous les deux silencieusement maintenant, son père utilisant élégamment ses mains pour se faire comprendre. David lui trouva l'air d'un fou dans un asile qui se prend pour un candidat à un jeu télévisé. Il eut envie de rire. Mais il ne voulait pas tant qu'il était au téléphone. Madame Ross ne comprendrait pas. Alors il se retourna face au mur. Ce n'est que lorsque nous avons vu les mêmes grandes ondulations sur le nouveau moniteur, et plus fortes encore, qu'une des infirmières a appelé le docteur Vaslevski. C'est le neurologue. Et avant qu'il arrive, Brian a ouvert les yeux et nous a regardés. Il m'a demandé si j'avais nourri le poisson rouge. J'ai dit que oui, que le poisson rouge allait bien. Et je n'ai pas pleuré, ni rien. J'étais trop stupéfaite pour pleurer. Et puis le docteur Vaslevski est arrivé. Brian avait à nouveau l'air d'être dans le coma, et je l'ai vu adresser à l'infirmière un coup d'œil qui voulait dire « Pourquoi m'avez-vous dérangé? Tu vois ?» Oui, je vois, dit David. Mais quand le docteur a frappé dans ses mains, près de son oreille, Brian a rouvert les yeux tout de suite. T'aurais dû voir la tête du vieux Polonais, David, dit-elle en éclatant d'un rire grinçant de folle. Et puis Brian a chuchoté qu'il avait soif, et il a demandé s'il pouvait avoir de l'eau. Madame Ross s'effondra totalement, sanglotant si fort dans son oreille que David eut presque mal. Puis le son s'estompa. « David !» demanda le père de Brian, d'une voix pas très assurée non plus, mais sans pleurer, ce qui le soulagea. « Es-tu toujours là ?»« Bien sûr, » répondit David. « Brian ne se souvient pas de l'accident. Il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé depuis la veille au soir, quand il a fait ses devoirs, mais il se souvient de son nom, de son adresse et de nos noms. Il sait qui est le président, et il peut faire des opérations mathématiques simples. Le docteur Vaslevski dit qu'il avait déjà entendu parler de cas semblables, mais que jamais il n'en avait vu un seul. Il a qualifié ça de miracle clinique. Je ne sais pas si cela veut vraiment dire quelque chose, ou si c'est une phrase qu'il a toujours rêvé de prononcer, mais je m'en moque. Je voulais seulement te remercier, David, et des billes aussi, du fond de nos cœurs. « Moi » demanda David, qui tentait de résister à une main bien décidée à le faire se retourner. « Mais de quoi voulez-vous me remercier ?»« De nous avoir ramené Brian, » répondit M. Ross. « Tu lui as parlé, et les lignes ont commencé à onduler juste après ton départ. Il t'a entendu, David. Il t'a entendu, et il est revenu. »« Mais ce n'est pas moi, » dit David. Il se retourna. Ses parents étaient tous les deux penchés sur lui, leurs visages fous d'espoir, de stupéfaction et de confusion. Sa mère pleurait. Que de larmes en une seule journée. Seule la puce, qui d'ordinaire pleurait au moins 6 heures sur 24, semblait en possession de ses moyens. « Oh, je sais ce que je sais, » dit M. Ross. « Je sais ce que j'ai vu, David. » Il devait parler à ses parents avant qu'ils ne mettent le feu à sa chemise par pyrokinésie. Mais avant, il fallait qu'il demande une chose. « À quelle heure est-ce qu'il s'est réveillé et vous a parlé du poisson rouge? Et combien de temps après que les impulsions de son cerveau ont été visibles sur l'écran ?»« Eh bien, » répondit M. Ross, « ils ont changé le moniteur, elle te l'a dit, et puis je ne sais pas. Enfin, si, je sais. Je me souviens d'avoir entendu le sifflet de la caserne des pompiers sur Columbus, juste avant que ça arrive. Il devait être un peu plus de 5 heures. » David hocha la tête. Il n'était pas surpris. C'est à cette heure que la voix dans sa tête lui avait dit « Tu pries déjà ?» « Est-ce que je peux venir le voir demain ?» demanda David. « David !» s'était exclamé M. Ross en riant. « Tu peux venir le voir à minuit si tu veux. Pourquoi pas? Le docteur Vaslevski dit qu'il faut qu'on continue à le stimuler, de n'importe quelle façon, en lui posant même des questions stupides. Je sais de quoi il a peur, que Brian retombe dans le coma, mais je ne crois pas que cela va arriver. Et toi ?»« Non, » dit David. « Au revoir, monsieur Ross. » Il avait raccroché, et ses parents lui avaient sauté dessus. Il voulait savoir. Comment c'était arrivé? Que s'est-il passé? Quel rapport avec toi? David ressentit alors le besoin, un besoin d'une puissance incroyable, de baisser les yeux modestement et de dire « Eh bien, il s'est réveillé, c'est tout ce que je sais. » Il marquerait une pause, montrant sa réticence, et ajouterait « Monsieur et Madame Ross pensent qu'il a peut-être entendu ma voix et qu'il y a répondu, mais vous savez combien ils étaient bouleversés. » Il n'en faudrait pas plus pour faire naître une légende. Une partie de lui le savait et le voulait vraiment. Ce n'est pas la curieuse voix intérieure-extérieure qui l'arrêta,
mais une pensée bien à lui, une pensée plus intuitive que mentale. Si tu récoltes les lauriers, ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qui s'arrête? Tout ce qui compte, répondit la voix de l'intuition. Tout ce qui compte. Oh, David, allez, insistait son père en lui secouant l'épaule. Nous mourrons d'impatience. Brian est réveillé, dit David, en choisissant soigneusement ses mots. Il peut parler, il se souvient de certaines choses. Le spécialiste du cerveau dit que c'est un miracle. Monsieur et madame Ross pensent que j'ai quelque chose à voir avec ça, qu'il m'a entendu lui parler et qu'il est revenu. Mais ce n'est pas le cas. Je lui tenais la main, mais il n'était pas là. Jamais de ma vie je n'ai vu une personne aussi peu là. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je m'en moque. Il est réveillé, c'est tout ce qui compte pour moi.